Bonjour, bienvenue. Dans le cadre de ces travaux, la Commission des lois a souhaité le 2 août 2017 mettre en place une mission d'information relative à l'application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage illicite de stupéfiants. Cette mission entend faire porter son analyse sur les éventuelles difficultés auxquelles la mise en œuvre de la procédure pénale, de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle, déjà prévue par notre droit pour 2 délits routiers, est susceptible de se heurter. Nous avons le plaisir d'auditionner aujourd'hui M. Alain Blanc, vice-président de l'Association française de criminologie. L'Association française de criminologie a pour objectif de réunir des chercheurs, des enseignants et des étudiants de différentes disciplines, des praticiens de diverses professions, mais aussi des personnes morales et de simples citoyens, dont les activités sont en lien de près ou de loin avec le phénomène criminel et la manière dont il est défini et contrôlé. Elle met en place des groupes de travail, organise des colloques et des congrès, prend position dans les débats publics et différentes encore actions. C'est pourquoi la mission a jugé particulièrement utile à ces travaux de pouvoir entendre en audition l'un de ses vice-présidents, M. Alain Blanc, magistrat honoraire, ancien président de chambre à la Cour d'appel de Douai et ancien président de l'Association française de criminologie. Merci pour votre présence. Je vous propose de vous laisser la parole pour un propos liminaire de 10 à 15 minutes, avant que nous puissions aborder plus en détail les différents points qui suscitent notre intérêt. Je précise à toute phase utile que cette audition est ouverte à la presse et retransmise en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale. Les enregistrements resteront ensuite accessibles à la demande. Monsieur Blanc, je vous en prie. Oui, merci beaucoup, messieurs les rapporteurs. Je n'ai rien à rajouter à la présentation que vous avez faite de l'Association française de criminologie, qui est absolument parfaite. Je voudrais juste un mot, vous excuser notre présidente, Madame Sophie Baron-Laforêt, qui est psychiatre et qui intervient à Perpignan et qui avait quelques difficultés à pouvoir se joindre à moi aujourd'hui. Le duo aurait été intéressant dans la mesure où on est sur un domaine qui est à cheval sur le pénal et sur le soin, j'y reviendrai. Vous avez tout dit sur l'association qui a donc été créée dans les années 60, et j'indique que ça illustrera, peut-être que mon propos illustrera d'ailleurs nos perspectives à court terme, puisque nous avons un congrès que nous organisons à la faculté de droit de Nanterre le 30 novembre et le 1er décembre autour de la question « À quoi sert la criminologie en France aujourd'hui ?» Congrès au cours duquel nous avons invité évidemment Madame la garde des Sceaux à intervenir. Alors, je vous ai distribué un petit peu le plan selon lequel j'ai prévu mon intervention. Peut-être vous faudra-t-il m'interrompre, j'ai peut-être tendance à être un tout petit peu long, mais j'ai essayé de faire en sorte que dans cette intervention, je réponde en grande partie aux questions qui m'ont paru les plus en rapport avec les 10 questions que vous me posiez. Bien entendu, je prépare une intervention écrite que j'élaborerai à partir aussi des échanges et de ce que vous pourrez me demander. Alors, peut-être quelques préliminaires pour bien comprendre à la fois ce qui nous occupe et d'une certaine manière la légitimité qui est la nôtre à pouvoir intervenir sur ce sujet, mais aussi par rapport à un certain nombre de points pour cadrer mon intervention compte tenu de l'importance du domaine. J'ai essayé d'être assez précis. Alors, sur les préliminaires que je voudrais vous dire, en ce qui concerne la question de l'articulation entre le soin et la justice pénale, c'est donc un domaine qui est fondamental dans le sujet qui est celui de votre mission, mais qui est aussi justement un sujet sur lequel nous travaillons, puisque notre association et la criminologie se définit par la complémentarité des disciplines qui ont à voir avec le crime et qui aident à comprendre un peu à la fois les deux volets, c'est-à-dire le sens du crime, qu'est-ce qu'il y a derrière le crime, de quoi est-il le signe, de manière à ce qu'on comprenne ce qui est en jeu, et aussi quelles sont les réponses qui sont les plus adaptées, à la fois en termes d'efficacité, mais aussi en termes de justice. Voilà, alors je ne développerai pas trop un certain nombre de choses
sur la fonction de la peine, sauf à dire que si c'est compliqué d'articuler la peine et le soin, c'est parce qu'elles n'ont pas les mêmes finalités. Et la peine qui est définie dans le code pénal et dans le code de procédure pénale dans sa mise en œuvre doit préserver un certain nombre de principes sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir. Et le soin a deux aspects qui sont vraiment au cœur du débat sur la question de l'usage de stupéfiants, c'est-à-dire à la fois des aspects concernant la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait d'un usager, puisqu'on est uniquement sur l'usager, en termes et de soins et éventuellement de répression, mais qu'est-ce qu'on fait aussi en termes de politique publique pour cadrer et définir l'intervention des pouvoirs publics par rapport au phénomène dont tout le monde consent à considérer qu'il est problématique et qui pose un certain nombre de questions. Voilà, alors ce qui nous caractérise, au-delà de la présentation que vous avez faite de notre association, sa légitimité, je dirais, c'est à la fois la complémentarité des disciplines qui composent ou qui constituent la criminologie. Alors, je ne rentre pas dans le débat universitaire sur la criminologie est-elle une discipline, parce qu'on en aurait pour quelques heures et je ne suis pas sûr que ça soit absolument passionnant à ce stade. Considérons que c'est une discipline appliquée et voyons un petit peu de quelle discipline il est question. Pour comprendre et réagir au crime, il faut effectivement mobiliser un nombre considérable de disciplines si on veut bien comprendre les choses, et surtout il faut les comprendre une par une, parce qu'elles ont chacune les savoirs qui s'y rattachent et les conclusions qu'on peut en tirer, mais il faut ensuite faire un compromis, ou en tout cas une synthèse de l'ensemble de ces disciplines au moment où on définit à la fois la réponse individuelle à un délinquant et, ou à un malade. Le problème de savoir si l'usager est un malade ou un délinquant, on y reviendra. Et également dans la définition de la loi et des politiques publiques. Alors, pour les disciplines, elles sont classiques. Hein, on est évidemment dans le domaine du droit, puisque le crime est défini par la loi, mais on est très vite, et l'histoire de la criminologie le prouve, dans la question du soin, et plus particulièrement de la psychiatrie. En l'occurrence, avec les questions autour de la drogue, on n'est pas seulement dans la psychiatrie. Je pense que je vous le dis, j'ai lu pour préparer cette intervention le petit ouvrage sur les drogues rédigé par une collègue, Nicole Maestrachi, et j'ai appris un certain nombre de choses qui ne sont pas très importantes pour notre débat, mais on voit bien qu'il y a des questions de pharmacologie, d'effet des produits sur le cerveau et de médecine non psychiatrique, si je puis dire, purement, je ne sais pas comment la qualifier, enfin, qui sont extrêmement importantes pour définir un peu à la fois les dégâts que peut faire le produit, et là-dessus, il y a des évolutions considérables qui ont été faites grâce à un certain nombre de médecins ou de pharmacologues, mais aussi pour définir justement les réponses. Et donc, il y a la psychiatrie, il y a le droit, il y a évidemment tout ce qui concerne la sociologie, la philosophie, puisqu'on est dans une question pénale de principe, la science politique, bon, puis après l'histoire et toutes ces disciplines qui nous aident à comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit. Voilà, alors je vais juste, à la fin de cette introduction, poser trois petits principes de mon intervention pour être sûr que je ne me suis pas trompé. En ce qui concerne les contours de votre intervention, de votre mission, pardon, moi j'ai bien compris qu'il était question de l'usage de stupéfiants. Je dois dire qu'au départ j'avais plutôt compris qu'il s'agissait de l'usage de cannabis, compte tenu de ce qui avait été dit, y compris au plus haut niveau dans les mois qui précédaient l'élection présidentielle. Je vais plutôt parler de l'usage de cannabis, mais le débat sur est-ce que ce qu'on dit pour le cannabis vaut pour les autres, on pourra bien entendu y revenir. J'ai moi-même traité un peu les deux, mais c'était plutôt sur l'usage de cannabis au départ. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que, et vous y venez d'ailleurs, enfin, c'est votre 10e question à propos d'un arrêt de la Cour de cassation sur l'interprétation de la jurisprudence concernant la détention qui m'y fait penser. Ça n'est pas votre sujet, mais en même temps, c'est peut-être un sujet qu'il faudra aborder d'une manière ou d'une autre dans le cadre de l'ensemble des politiques qui pourraient être développées, même si je n'ai pas du tout l'intention de parler des questions de trafic, sauf de manière incidente. Et la dernière précision, j'ai délibérément écarté, mais si vous avez des questions sur ce sujet, on pourra le faire, délibérément écarté tout ce qui concernait les mineurs, dans la mesure où il me semble que ça relève d'un autre domaine, ou alors là, la question
de la prévention est prioritaire compte tenu des textes généraux concernant la délinquance des mineurs. J'ai oublié de préciser à titre de curriculum vitae personnel que je suis donc effectivement magistrat honoraire. J'ai toujours été pénaliste, même si j'ai été 10 ans juge des enfants, à Laon, dans l'Aisne et à Paris. Et donc, les questions de prévention, de travail social sont des questions que je connais un peu, d'autant plus qu'après, j'ai passé 10 ans à l'administration pénitentiaire en charge des questions de réinsertion et en particulier interministériel autour de la santé en prison. C'est de mon temps, si je puis dire, qu'on a fait la réforme instaurant le principe selon lequel c'est l'hôpital qui intervient dans la prison. Bon, les questions de drogue, les questions de distribution de préservatifs au moment du SIDA, tout ça, j'étais au ministère. Et ensuite, je suis parti à la Cour d'appel de Paris, où j'ai été d'abord à la Chambre de la presse, mais surtout président d'assises pendant 8 ans. Donc les questions de crime m'ont toujours mobilisé. Et ensuite, quand j'étais à Douai, j'étais sur une chambre correctionnelle, mais qui était une chambre GIRS et JRRS, donc la grosse délinquance, les grosses affaires de trafic, les peines entre 7 et 10 ans pour les trafiquants, on en a prononcé un certain nombre. Et je m'occupe maintenant, je préside la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de Lille, qui est une commission présidée par un magistrat, mais composée du représentant du préfet, de l'association des victimes, d'un avocat, de l'administration pénitentiaire, et psychiatre et psychologue, qui donne un avis sur les demandes de libération conditionnelle des condamnés à plus de 10 ans. Donc j'examine des dossiers de condamnés à des peines très lourdes. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais vous communiquer l'article que j'ai rédigé il y a un peu plus d'1 an, qui fait un peu le bilan de ce qu'on voit à travers ces dossiers. Juste par rapport à votre sujet, ce qui est très frappant, c'est que j'ai pris une centaine de dossiers, et il y en a plus de la moitié dans lesquels les crimes ont été commis soit sous l'effet de l'alcool, soit sous l'effet de la drogue, soit chez des personnes qui, si elles ne l'étaient pas à ce moment-là, étaient toxicomanes. Bon. Donc vraiment cette question, et y compris la répression et l'articulation du soin et de la répression, est une question qui est tout à fait essentielle. Voilà, alors j'en viens au cœur du sujet. J'ai donc deux questions, trois. Mon plan s'est fait en 3 parties. La première partie, je vais essayer de le respecter. Je crois que ça, c'est vraiment la criminologie qui aide à se poser cette question qui est un préalable. Et quelle est la nature de l'interdit à faire respecter concernant l'usage de stupéfiants? Est-ce que c'est nécessairement pénal? Est-ce que ça n'est pas d'un autre ordre? Je crois qu'il faut examiner ces questions. J'y consacrerai un petit moment. La deuxième partie, c'est quel bilan peut-on faire aujourd'hui de l'application des textes en vigueur? On connaît les textes en vigueur, hein, c'est-à-dire que l'usage de stupéfiants est un délit, même si, en tant que tel, il est réprimé par le Code de la santé publique, mais puni d'une peine de prison et d'une peine de 3 750 € d'amende. Bon, quel est le bilan qu'on peut faire depuis la loi de 70 qui a instauré ce principe de l'application, de la mise en œuvre ou de la mobilisation de l'institution judiciaire et donc du pénal par rapport à ces textes? Et puis après, j'essaierai de voir s'il y a d'autres solutions en prospective qui pourraient être imaginées. Voilà, alors sur la question de la nature de l'interdit, donc on est dans la première question, de quoi s'agit-il avec cet interdit d'usage de stupéfiants? Je crois que ce domaine-là a un certain nombre de caractéristiques qui sont importantes à relever. La première, je ne vais pas citer l'anthropologie comme discipline faisant partie de la criminologie, mais c'est un peu le cas et c'est un peu une question anthropologique ou philosophique, c'est-à-dire, en l'occurrence, il y a plusieurs éléments qui caractérisent l'interdit stupéfiant. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de dommage direct à autrui avec l'usage de stupéfiants. Il y a un dommage qui peut être, on verra, selon les cas, pas toujours, mais assez grave pour l'usager. Le dommage qui peut en résulter est un dommage indirect. Bon, vous savez, tout le domaine de la circulation en état alcoolique, les violences, bon, ça n'est évidemment pas négligeable. Là, on est sur l'usage simple. Donc c'est une première question. Donc est-ce qu'il faut réprimer un comportement de quelqu'un qui finalement ne cause du dommage qu'à autrui? Ou est-ce que ça ne relève pas d'une autre politique qui est celle de la main tendue, pour prendre une image, et de l'offre de soins, avec après des gradations sur la manière dont cette offre de soins peut être plus ou moins forte, si je puis dire, ou intrusive, au vu de la gravité
de la consommation, c'est un autre sujet. Donc c'est bien, et c'est le sens de la loi de 70, c'est moins l'usage en lui-même qui est visé, c'est l'abus de l'usage. Parce que c'est l'abus de l'usage qui pose un problème à la fois à l'usager et aussi au tiers. Voilà, c'est à peu près la même chose d'ailleurs pour l'alcool. Et voilà, j'ai même regardé les vidéos, j'ai été très intéressé par l'intervention de monsieur, je ne veux pas massacrer son nom, monsieur Coutron, je crois, la Fédération Addiction, qui évoquait d'autres comportements que ceux de l'usage de stupéfiants et l'usage de l'alcool. Il parlait de l'usage des écrans vidéo, qui est un sujet qui était d'ailleurs noté par Mme Mestrachi dans son document, dans cet ouvrage qui remonte quand même à 2005. Troisième remarque sur cet interdit, c'est que cet interdit est relatif. Et il n'est pas absolu. Je veux dire, le meurtre ou le vol sont réprimés dans tous les pays du monde et à tous les moments, pratiquement, enfin, sauf on peut faire un petit peu de recherche et d'ethnologie, mais enfin, il est relatif à la fois dans l'espace, puisque effectivement tous les pays, toutes les cultures ne le répriment pas en tant que tel, et il est relatif dans le temps. Il y a un certain nombre de pays qui ont évolué sur ces questions. Donc il n'est pas absolu. Après, et ça, c'est d'une certaine manière, c'est parce que vous m'avez invité à intervenir que je l'ai appris, parce que c'est des questions que dans la magistrature ou dans la justice avec lesquelles on devrait l'être familiarisé parce qu'il y a une circulaire qui l'a dit, mais dans les pratiques, moi je peux dire, dans ma pratique en juridiction, ces questions-là ne se posaient pas de manière aussi claire qu'elles doivent se poser et qu'elles se posent telles que vous les avez exposées, telles que c'est développé par l'Office français des drogues et de la toxicomanie. Les trois types d'usages qui sont distingués sont évidemment essentiels. Et ça n'est pas du tout la même chose. L'usage qualifié d'exploratoire, qui ne se répète pas ou qui se répète une fois de temps en temps, ne cause pas de dommages particuliers. Alors, sur ce point, j'insiste quand même parce que je parlais de la formation et de la culture judiciaire. Je me souviens très bien c'est un des premiers stages que j'ai fait quand je suis rentré dans la magistrature, mais vous n'étiez sans doute pas né. J'ai passé une semaine dans le service du docteur Claude Lionstein, qui a écrit un bouquin qui à l'époque avait fait un certain bruit, qui s'appelait « Il n'y a pas de drogué heureux », je crois. Je ne crois plus qu'on le trouve en librairie, mais dans lequel il avait développé ce principe qui est, je crois, tout à fait juste, selon lequel l'usage de stupéfiants, c'est la rencontre d'une personne, donc personne par personne, avec sa personnalité, son histoire, d'une personne à un moment donné et d'un produit. Voilà. Donc ces trois principes, je crois, restent tout à fait pertinents. Voilà, donc ce que dit l'OFDT, c'est qu'il y a un usage exploratoire, il y a un usage festif ou récréatif, et il y a un usage addictif. Et on voit déjà qu'à partir de cette distinction, ça induit des types de réponses différents. On ne répond pas, si on veut être efficace, de la même manière à un usage purement ponctuel et exploratoire, comme on le fait avec un usage, en particulier avec addiction. Je prends l'autre bout des trois hypothèses. Donc, c'est une caractéristique qui me paraît tout à fait important et qui renverra ensuite à la question de savoir si est-ce que c'est à la justice, est-ce qu'elle est bien équipée pour faire la différence entre ces trois types d'usage, puisque si on se trompe de réponse selon le type d'usage, on risque d'avoir des effets inverses de ceux qu'on recherche. Voilà, alors nous allons en venir, tous ces préalables me paraissaient, pas ces préalables, ces principes qui je crois sont assez incontestables, me paraissaient importants, en tout cas à nos yeux, à évoquer, pardon. Je vais en venir maintenant, c'est pas moi ça. Bon. Juste une petite question, excusez-moi, parce que vous nous avez permis de vous interrompre. Oui, absolument. Parler des trois usages, alors c'est un peu en dehors du champ de notre mission, mais juste une question curiosité. Trois usages, exploratoire, récréatif, addictif, ça désigne un parcours ou c'est complètement cloisonné comme type d'usage? Est-ce que d'abord on explore, après ça reste dans le cadre festif et puis finalement on en devient addict? C'est dommage, vous avez déjà entendu les spécialistes de l'Office français des drogues et de la toxicomanie.
Moi, je ne sais pas, je ne peux parler que d'expérience. Je ne vais pas nier que... Alors, d'abord, ceux qu'on voit dans les tribunaux, je ne veux pas... les chiffres, on verra après le nombre de personnes qui effectivement sont citées devant les tribunaux, puisqu'on sait qu'il y a la moitié des usagers, d'après les chiffres que j'ai vus, quand ils passent devant la justice, ils passent via les alternatives, et par conséquent, c'est le parquet, et puis après, c'est délégué à un certain nombre de structures qui, elles, sont compétentes pour mieux apprécier. Bon. Mais moi, ceux que j'ai vus et ceux qu'on voit en général, je pourrais parler d'ailleurs aussi de ceux que voient les psychiatres ou les travailleurs sociaux qui interviennent en milieu pénitentiaire en particulier, ou les psychiatres qui interviennent en milieu pénitentiaire, ou d'ailleurs pour les personnes suivies en milieu ouvert, on voit plutôt des récidivistes, si vous voulez. Donc la question de savoir s'ils sont 2 fois ou 3 fois dans l'exploratoire ou déjà dans l'addictif, alors l'addictif, il y a des moyens de le savoir, ça quand même. Bon. Mais je ne peux pas vous donner de chiffres, hein, j'en sais rien. Mais ce qui est vraisemblable, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont sur l'exploratoire, mais il y a aussi enfin dans les chiffres qu'on donne, on le verra tout à l'heure, il y a énormément de gens qui ne sont jamais interpellés ou dont on n'a jamais entendu parler et qui ont un usage qui est peut-être addictif, qui est peut-être et qui n'est peut-être pas seulement exploratoire. Ça, c'est une autre question, c'est celle du repérage et les services qui, en amont de la justice, je ne parle pas seulement de la police, sur laquelle je reviendrai, sont en mesure de repérer des usagers stupéfiants. Voilà. Alors, sur la question de savoir quelle évaluation faire de la réponse apportée dans notre droit positif, qui est donc une réponse à la fois de soins, mais pénale. Moi, je vais m'attacher à voir un tout petit peu ce qu'il en est au niveau pénal. D'après les chiffres que vous avez dû avoir, je ne vais pas insister beaucoup parce que je pense que ce sont les mêmes, hein, c'est principalement ceux de l'OFDT. Sauf que j'ai eu accès récemment au dernier rapport, je suppose que vous l'avez, de l'OEDT, sur les chiffres européens, qui est de 2017, pardon. Ben, je vous en donnerai quelques éléments tout à l'heure. Voilà, alors je crois que cette question, sur la question de savoir que fait le pénal, il faut se la poser aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même situation que celle de 1970, j'y reviendrai après. Alors les chiffres que j'ai notés, moi, c'est le nombre des interpellés a été multiplié par 50 entre 1970 et 2013, passant de 4 000 à 200 000. Ce sont les chiffres tendance repérés par l'OFDT. Or, c'est ce que j'ai indiqué à l'instant, le nombre des interpellés ne rend compte en réalité que de ceux qui sont interpellés, c'est les chiffres de police ou gendarmerie. S'ils vont les chercher, si on ne va pas les chercher, on ne trouve pas. Et l'OFDT a fait un repérage, je suis incapable de vous décrire la méthode à laquelle il a recouru, mais enfin, ils disent qu'à peu près, ces chiffres-là ne représentent que 4% des usagers actuels de cannabis, qui est estimé à 4,6 millions, apparemment. Donc, ça laisse à l'écart de toute politique un nombre de gens considérable, et c'est vraiment un vrai problème. Quant au nombre de condamnations pour usage simple, alors c'est pas très facile, hein, les statistiques et les outils justice. Je fais juste une remarque incidente, j'en profite, mais je peux vous dire qu'à l'occasion du travail que j'ai fait pour aujourd'hui, j'ai été absolument stupéfait de la masse et de la qualité des recherches faites sur la question, qui sont disponibles, auxquelles tout le monde peut se référer. Il suffit d'aller sur son écran, Internet, bon. Sur la justice, si on avait ça au niveau pénal, si on avait la moitié des moyens qui sont mis en œuvre pour comprendre un tout petit peu ce que produit le pénal, les effets que ça peut avoir en termes de récidive, on y verrait clair. Je donne juste un exemple. Je me suis posé la question de savoir s'il y avait des politiques judiciaires différentes selon les régions, selon les cours d'appel, selon les tribunaux. En l'état, c'est absolument impossible de le déterminer. Il y a juste une donnée qui figure dans l'article que vous a communiqué mon collègue Jean-Paul Jean sur les chiffres concernant la Cour d'appel de Paris et les grosses juridictions. C'est pas sans intérêt, mais c'est tout. Or, il est évident que dans l'Ariège ou en Bretagne, par rapport à la Seine-Saint-Denis ou un autre département, ou 94, puisque c'est un département qu'apparemment vous connaissez mieux pour l'un d'entre vous, si j'ai bien compris, les chiffres et les réalités ne sont pas du tout les mêmes. Et d'ailleurs, les questions autour de qu'est-ce que ça recouvre derrière, au-delà de simple repérage des usages. Alors,
Donc, déjà, ces chiffres posent quand même un problème assez considérable. Donc, le nombre de condamnations pour usage simple, je le donne quand même, 33 645 en 2013. Je n'ai pas trouvé de chiffre plus récent, c'est tout. C'est usage simple, hein, mais c'est assez artificiel, je crois, quand même, compte tenu de ce que je sais de la pratique judiciaire. Bon, il y a peut-être des juges et des parquets qui sont plus volontaristes. Il y a peut-être des situations qui justifient que derrière ça, on cherche à attraper autre chose. C'est assez peu fin, quand même, comme données. Toujours est-il que ça pose quand même deux problèmes. D'une part, le nombre d'interpellés est dérisoire par rapport au nombre réel d'usagers. Bon, donc là, problème. Ensuite, ça invite à se demander à la fois sur la répression et sur une question sur laquelle je vais revenir, qui est celle de la dissuasion. Les textes existent. De fait, en termes de dissuasion, on ne sait pas très bien ce que ça donne compte tenu des chiffres qu'on a. Et puis, ça pose un petit problème quand même au regard de l'égalité devant la loi. Et ceux qui sont interpellés sont ceux que la police a choisi d'aller interpeller. Bon, on verra après à quoi ça peut correspondre. Alors, par rapport à cette analyse, je crois qu'il y a un certain nombre de rappels qu'il faut faire. J'ai beau faire de la criminologie, je suis aussi magistrat, donc je suis quand même soucieux un petit peu de l'état de droit. Le premier principe, je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue, c'est la question de la hiérarchie des normes. C'est un débat qui apparaît un peu conceptuel ou un peu éthéré, mais en réalité, c'est pas rien. Je veux dire, s'il y a dans notre droit, à peu près dans tous les droits du monde, 3 catégories: contravention, délit, crime, c'est bien une échelle de valeurs qui est fixée par le Parlement, donc par les représentants du peuple, comme étant les valeurs qu'elle entend désigner comme étant les plus graves les plus lourdes à protéger, les plus fortes à protéger: la vie, voire la propriété ou la protection du corps, les violences, bon, et puis les contraventions en dessous. Bon, donc ça, il faut quand même y réfléchir. Est-ce que l'usage de cannabis pénalement justifie que ce soit un délit? C'est une question évidemment sur laquelle on reviendra, mais il faut la poser comme ça, je crois. Usage de cannabis d'un côté, puis on voit à côté des violences, des vols, bon, dans le droit commun, enfin au niveau comme ça du citoyen lambda, je ne suis pas sûr que ce soit forcément bien compris. D'ailleurs, on sait bien qu'il y a un débat sur la dépénalisation, on y reviendra. Deuxième point, la question de l'efficacité, mais je ne vais pas insister, puisque le sentiment qu'on peut avoir en regardant les chiffres, c'est qu'en fait, l'intervention judiciaire et les peines qui sont prononcées, c'est un coup d'épée dans l'eau par rapport à la réalité du phénomène. Donc, ça a quand même un effet de dévaluation ou de dévalorisation, et de la loi et du juge d'ailleurs, qui quand même interroge un tout petit peu. Alors, il faudrait que je vous donne les derniers chiffres, justement, qui sont ceux de 2017. Ils sont, je veux dire, j'étais un peu, je ne veux pas dire qu'on a honte d'être français, mais c'est quand même assez étonnant. Je vous les donne tels quels, hein, vous les retrouverez sur le rapport en question, dont j'ai noté évidemment les coordonnées par Internet. Parmi les élèves scolarisés de 24 pays de l'Union européenne, 18% ont déclaré avoir consommé du cannabis au moins une fois, les taux les plus élevés étant observés où? En République tchèque, 37%, et en France, 31%. Bon, malgré notre arsenal répressif. Deuxième point, la consommation de drogue en général au cours du mois écoulé oscillait entre 2% en Suède, Danemark et Norvège, 17% en France, alors que la moyenne européenne est de 8%. Il y a vraiment un problème sur les stupéfiants en France. S'agissant précisément de l'usage de la cannabis, toute tranche d'âge confondu, le rapport indique que 87,7 millions d'adultes, alors pour eux, leur catégorie, c'est pas l'état civil, c'est entre 15 et 64 ans. 87,7 millions d'adultes européens comme usagers de cannabis, soit 26,3% de cette tranche d'âge ont une fois dans leur vie fumé du cannabis. Parmi ceux-ci, le nombre de jeunes consommateurs entre 15 et 34 est estimé à 17,1 millions, soit 13,9% de cette tranche d'âge, dont 10 millions entre 15 et 24 ans, 17% de cette tranche d'âge. Alors, dernier chiffre, chez les jeunes de 15 à 34 ans, le taux de prévalence durant l'année écoulée variait entre 3,3% en Roumanie et 22% pour la France. Alors, je me suis évidemment posé la question, peut-être qu'en Roumanie, ils n'ont pas les outils de repérage ou qu'ils n'ont pas envie de tout dire, j'en sais rien. Bon, il n'empêche, l'écart existe, et avec les autres pays européens,
et d'autre part, les évolutions, et je crois que c'est aussi important, les évolutions dans le temps en termes de baisse, non, ça continue à monter. Donc, même s'il y a des choses qui sont un tout petit peu fortes au niveau des chiffres, c'est comme ça. Alors. On est allé voir, excusez-nous. Non, mais moi ça me gêne pas trop. Vous m'entendez quand même? Oui, tout à fait. Bon. N'hésitez pas à parler un peu plus fort. Merci. Alors, les sujets que je viens d'évoquer, il y en avait un qui était un peu sur les principes, sur la hiérarchie des normes. Le deuxième, c'était la question de l'efficacité. Le troisième, je vais consacrer un petit peu de temps à la question de la dissuasion, parce que je pense, et puis en regardant un petit peu les questions que vous avez posées aux autres intervenants, il m'a semblé que c'était une question qui vous intéressait, ce qui est évidemment important. La question, la question du sens de la peine est tout à fait fondamentale. Et donc, la fonction dissuasive de la peine doit travailler surtout sur ce sujet-là. Alors, première remarque que je risque de manière un petit peu brutale, c'est que on est quand même un peu dans le domaine de l'illusion compte tenu des chiffres que je viens de donner. Si c'était dissuasif d'avoir un délit d'usage de stupéfiants, on n'aurait pas les chiffres qu'on a, me semble-t-il. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là, ça renvoie aussi au type d'approche que nous avons, nous, à l'Association française de criminologie. C'est extérieur. Ah bon? Mais bon. Non, mais je vous en prie. Non, ce qui est important par rapport à ça, c'est de voir si des travaux scientifiques ont été faits sur la question de la dissuasion. Et il y en a quand même un certain nombre. Je vais vous citer une recherche qui a été faite par c'est ma collègue de l'École nationale de la magistrature qui m'a indiqué cette recherche dont je n'avais pas connaissance. Je précise d'ailleurs à titre incident que l'École nationale de la magistrature organise cette semaine une session de formation sur la question des stupéfiants, au cours de laquelle vont intervenir un certain nombre de gens que vous avez déjà entendus. Et donc la justice essaye quand même de se tenir un tout petit peu au courant et de former aussi, c'est la formation en cours d'emploi, si je puis dire, permanente, sur ces questions-là. Donc les travaux scientifiques, ce qu'ils montrent, c'est que, d'abord, je crois que la dissuasion, elle existe partout, c'est pas propre au judiciaire. Quand vous menacez votre gamin d'une claque s'il prend de la confiture, ou s'il ne fait pas ce que vous lui demandez de faire, il sait qu'il est menacé d'une sanction. Bon, c'est pareil à l'école, on peut imaginer des politiques. Il y a des politiques dissuasives dans la famille, dans toutes les institutions, l'école, bon. Et ça n'est pas le propre du judiciaire, même si évidemment le judiciaire a des moyens plus forts pour répondre à des transgressions plus importantes. Mais alors, ce que note cette recherche, ils se sont posé la question suivante et ils sont arrivés à la conclusion que le comportement humain, c'est ça la dissuasion, quand il est confronté à un choix à faire entre l'avantage à tirer de la violation d'une norme par rapport à l'inconvénient qu'il y aurait à le faire parce qu'on risque quelque chose, ce calcul qu'on fait tous naturellement, si je puis dire, il n'est pas toujours fait par un certain nombre de gens. Et en l'occurrence, ce qu'ils constatent, c'est qu'ils disent, dans ce rapport de recherche qui date de 2014 et qui porte sur la transgression des lois réglementant l'usage des drogues, on est bien là-dessus, on observe que la sanction pénale peine à être efficace, d'une part car elle ne constitue pas un coût élevé pour le consommateur. Alors, ce n'est pas ça qui devrait vous conduire à proposer une aggravation de la pénalité, mais parce que certains consommateurs attribuent... je reprends. On observe que la sanction pénale peine à être efficace, d'une part car elle ne constitue pas un coût élevé pour le consommateur, et d'autre part parce que certains consommateurs attribuent une valeur à la transgression. Et je crois que c'est vrai pour tout, mais c'est en particulier vrai, je pense, pour l'usage stupéfiant. D'où la dimension exploratoire à l'adolescence, de confrontation à la loi, à partir de ce type de pratique. Donc le niveau actuel d'effectivité de la sanction pénale joue alors un rôle ambigu sur la dynamique de la consommation. Bon, je crois qu'il faut tenir compte de ce type d'analyse.
Troisième point, sur la dissuasion, ce qui me semble, c'est que le parallèle que vous faites, en tout cas au niveau des textes sur l'amende forfaitaire, entre la conduite des automobilistes et celle des usagers de stupéfiants est quand même assez, sur le plan criminologique, je dirais, assez approximatif. On n'a pas affaire à la même population. Les automobilistes sont des gens... bon, il y a assez peu d'illettrés. Ils ont passé le permis de conduire. Ils rentrent dans une communauté dont ils savent qu'il y a des règles à respecter. Enfin bon, le défaut d'usage et le défaut d'assurance, on y reviendra après. Moi, ça, je l'ai vu au niveau judiciaire. C'est une infraction qui touche un public en général assez démuni et d'ailleurs éventuellement touché par des problèmes moins de toxicomanie que d'alcool d'ailleurs. Mais je ne dirais que, oui, criminologiquement, c'est pas du tout le même type de réponse qui peut être apportée, parce que c'est pas la même catégorie de population, c'est pas la même catégorie d'âge, c'est pas le même rapport à la loi, c'est pas la même insertion sociale. Et donc, criminologiquement, encore une fois, je pense que le parallèle est assez, juridiquement, on verra après. Dernier point, alors là-dessus, le problème c'est que les statistiques et les chiffres sont extrêmement... ils sont pas contradictoires, mais moi je n'ai pas trouvé de réponse précise. On entend deux choses sur l'usage de stupéfiants. C'est que soit ça concerne un public désinséré, type banlieue, chômage, carence éducative et autres, soit un public jeune, qui sait ce qu'il fait et qui n'habite pas nécessairement dans ces quartiers. Il est évident, on y reviendra aussi, que sur le repérage par la police des usagers, j'ai entendu Madame Christine Lazerge le dire, c'est pas sans doute complètement faux. On va moins au lycée Henri IV, comme elle le disait, qu'on ne va dans la banlieue de Saint-Denis, ou de Juvisy, je ne sais pas. Mais ça mériterait vraiment des travaux un petit peu plus fins, ça, et encore une fois, pas seulement sur la base des chiffres policiers. Bon, à partir peut-être, alors effectivement, on y reviendra peut-être à partir des conseils départementaux de prévention de la délinquance, en tout cas des structures partenariales qui existent actuellement et sur lesquelles il y a des échanges entre, y compris les structures sociales, voire les structures de soins et les structures policières ou judiciaires. Voilà sur la dissuasion ce que je veux dire. Le message en un mot, c'est: est-ce qu'on ne se paye pas de mots sur la dissuasion? Et est-ce qu'on ne peut pas penser une dissuasion, parce qu'il doit y en avoir une, mais plutôt au niveau de l'information qu'au niveau d'une réponse judiciaire dont on voit qu'elle est illusoire. Voilà. Alors, justement, un peu pour conclure sur est-ce que ça relève encore de la justice, encore une fois, de notre point de vue et à partir de notre expérience de praticien, comme vous l'avez dit, et pas seulement chercheur ou enfin, praticien de la santé ou du travail social ou de la justice, je pense que ce qui est important par rapport à une politique publique, mais aussi par rapport aux usagers pris un par un, c'est de rester posé, de garder le principe de la loi de 70. On est sur une problématique santé d'abord. Bon, la justice intervient derrière comme appui à une politique de santé publique. Je crois que c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est ça qui a traversé depuis 70, ça n'a pas été remis en question, en tout cas ni dans les pratiques ni dans les discours. C'est ça qui traverse aussi les textes internationaux. Je rappelle incidemment que dans les conventions internationales qui lient la France, aucune disposition n'oblige les États à réprimer l'usage de stupéfiants. C'est donc qu'il y a une espèce de consensus tacite quand même sur cette question. Voilà. Alors, après, je vais laisser passer sur le constat parce que je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais en venir directement aux questions que vous vous posez par rapport à la réponse que vous voulez apporter. Alors, là, on est sur des domaines extrêmement compliqués. Je ne reviens pas sur la hiérarchie des normes entre amende, contravention, délit, voire peine de prison, et puis crime. Mais quand même, je crois que sur le principe même de l'amende, il y a un premier problème, c'est le montant de l'amende. Si vous pensez à une amende. D'autant plus que si on est sur une amende forfaitaire, c'est une amende forfaitaire. Alors, on sait bien qu'on a un recours, mais enfin, poser dans une loi l'existence d'un droit, y compris un recours,
quand on regarde un tout petit peu ce qu'il en est sur les publics concernés par ces dispositions et l'usage qu'ils font de ce recours, il y a des tas de recherches qui montrent que, y compris sur les prestations sociales, il y a des droits qui existent, qui ont été posés, et il y a un certain nombre de publics qui n'y accèdent pas, tout simplement, c'est pas dans leur culture, ils n'ont pas les relais, bon, voilà. Donc, les amendes, les taux des amendes actuels, on sait ce qu'ils sont selon qu'ils sont de la première à la cinquième classe. La cinquième classe, ça va jusqu'à 3 000 euros. Alors, je parle du forfaitaire, hein, parce que si c'est judiciaire, le juge, il adapte effectivement en fonction des ressources. Bon. Voilà, mais ce que je constate, c'est que dès 450 euros, si la somme est forfaitaire, c'est-à-dire sans négociation possible, sauf le recours très exceptionnel judiciaire, on atteint des sommes qui, à mon avis, peuvent être assez lourdes pour des gens, soit jeunes, soit en situation sociale relativement précaire. Voilà. Je note simplement, parce que c'est une indication qui peut répondre à une question que vous posez sur le montant de l'amende, que le taux moyen des amendes prononcées par les juridictions, d'après ce que j'ai retrouvé, je crois que je ne sais pas si c'est dans Infostat Justice ou ailleurs, je pourrais vous retrouver, si c'est Infostat de mars 2017, le taux moyen est de 350 euros, prononcé par les juges. Hein. Donc ça veut dire sur la base d'une individualisation tout de même. Alors, le recours à l'amende délictuelle forfaitaire. Bon, j'ai déjà dit ce que je pensais de la différence criminologique, entre guillemets, entre défaut d'assurance, défaut de permis de conduire et usage de stupéfiants. Ce n'est pas une infraction de la même nature. Ça, c'est une première chose. La deuxième question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi rester au niveau du délit? Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'il en était pour les conditions dans lesquelles le délit d'amende forfaitaire pour le délit de défaut d'assurance et de permis de conduire a été institué. En réalité, il y a eu un débat public avec l'intervention des associations qui jouent leur rôle hein, contre la violence routière et qui veillent au grain et qui ont toujours un petit peu tendance dans ce domaine à considérer que si on baisse la garde sur la répression, ça veut dire qu'on autorise ou qu'on est laxiste. Je ne sais pas si vous avez écouté la radio ce matin. Moi, j'ai noté que sur le projet d'amende pour les parents qui ne vaccineraient pas leurs enfants, j'ai entendu ce matin que le gouvernement retirait l'idée de pénaliser l'absence, le fait de soustraire ou de ne pas vacciner. On peut donc, c'est pas complètement illogique, de ne pas réprimer tout en maintenant un interdit. Mais ça, c'est évident, il y a plein d'interdits qui existent et qui ne sont pas, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, qui ne sont pas réprimés. Donc, pourquoi garder le délit? Moi, je renvoie à la hiérarchie des normes. Le seul intérêt que j'y vois, c'est un intérêt pratique, opérationnel, qui a été évoqué, et qui, en particulier par les syndicats de policiers. Ces deux choses, c'est que le délit permet la garde à vue. Franchement, la garde à vue pour l'usage de stupéfiants, moi, je trouve ça assez choquant. Bon, et opérationnellement, je ne vois pas l'intérêt. Alors, l'intérêt, Christian Moina a dû vous en parler. Mais non, je ne crois pas que vous l'ayez entendu. Enfin, en tout cas, il a écrit des choses sur le sujet du CESDIP, et il n'est pas le seul. Et en plus, là, j'ai ma pratique sur les dossiers de stupéfiants dont je me souviens à Douai. L'idée qu'il faille une garde à vue parce qu'un usager va pouvoir donner des informations pour remonter des filières, c'est de l'enfantillage. C'est pas vrai. Heureusement, les policiers sont plus intelligents que ça. S'ils veulent avoir des informations, ils ne vont pas mettre en garde à vue un usager. Ils vont trouver le moyen d'obtenir des renseignements par lui sans garde à vue. Enfin, bon, voilà. Donc là-dessus, c'est un alibi pur et simple. Donc la question du délit, à mon sens, vraiment, elle se pose. Et voilà. Alors, sur l'intérêt de l'amende forfaitaire, moi je me pose déjà une question, c'est que, alors je sais bien que le texte est récent, mais on pourrait peut-être quand même essayer de réfléchir. J'ai essayé de voir s'il y avait des recherches sur l'effet dissuasif des amendes en général. Ça n'existe pas. Peut-être que dans ce domaine, d'ailleurs, à la délégation à la sécurité routière, on pourrait poser la question. Toujours est-il que moi, j'aimerais bien savoir quelle est l'évaluation qu'on fait de ce dispositif législatif qui est récent. Hein. Ça date de moins d'un an, je crois. C'est 2016, je crois, l'amende forfaitaire pour le délit défaut d'assurance et défaut de permis de conduire. Mais je voudrais bien savoir concrètement ce qu'il en est de l'effet que ça produit. Je suis réservé sur le principe, pour les raisons que j'ai indiquées. Le seul avantage que j'y vois, c'est que ça supprime, c'est pas rien, même s'il y a peu d'usagers de stupéfiants qui sont en prison pour l'usage de stupéfiants, et j'imagine
en récidive, mais même en récidive, ça ne justifie pas la prison, je trouve. Je pense que c'est vraiment un problème, ça. On devrait pouvoir faire autrement. Alors, il y a un point dont je m'aperçois que je ne l'ai pas évoqué, c'est la différence entre la situation de 70 et la situation d'aujourd'hui. Il y a de grosses différences quand même. On n'est plus en 70. Moi, je me souviens très bien, j'étais juge des enfants à ce moment-là, où j'allais le devenir, puisque quand même, oui, j'étais juge des enfants dans les années 74-85. On était terrifiés, nous. Il y avait une double conjoncture. Il y avait la conjoncture qu'on qualifierait aujourd'hui des bobos, c'est-à-dire bon, c'est les suites des hippies, le plaisir, bon, la permissivité. Bon. Il y avait ça, et nous, on était confrontés aux gamins dont on apprenait quelquefois qu'ils avaient une overdose et qu'on venait les découvrir dans les caves, morts. Ça, je me souviens très bien de ça. Et je me souviens très bien d'avoir recouru à la prison pour des petits vols assortis d'eux, parce qu'on était complètement paniqués. Bon, ça, c'est une des premières caractéristiques de l'époque. Bon, on n'en est plus là. D'abord, on ne savait pas très bien à l'époque. On n'avait pas les savoirs dont on dispose actuellement en matière scientifique, en matière de chiffres. Et donc, des politiques publiques ont déjà été mises en œuvre. On y voit un petit peu plus clair sur la différence de type d'usage, par exemple. Et donc, on n'est plus dans la même situation. Et je pense que, avec ce qu'il y a actuellement, y compris avec le travail qui a été fait, et dont je me souviens quand même quand il a été fait, qu'il avait produit des résultats, c'est-à-dire une politique d'ensemble, d'information du public, d'explication, de mise à disposition d'outils. Il y a un document qui avait été distribué par la MIT à l'époque sur les effets qui étaient vendus, qui n'étaient pas distribués gratuitement, qui étaient vendus, je ne sais pas si c'était 1 euro ou 5 francs, enfin bon, qui a été un énorme succès. Un énorme succès. Les gens ne sont pas idiots. Je veux dire, on peut expliquer les choses, et c'est par là que, concrètement, même si ça ne se traduit pas nécessairement et ça ne se voit pas dans les statistiques, que les comportements évoluent. Je crois que c'est plus là-dessus qu'il faut compter. Et donc, aujourd'hui, les réponses ne peuvent pas être les mêmes que celles qu'il y avait avant, et je ne vois pas absolument la nécessité de garder un délit, encore une fois, par rapport à la réponse pour l'usage. Alors, je vais vous le dire très simplement, moi. Quand j'ai pris le sujet, si je puis dire, depuis une quinzaine de jours, je savais qu'il y avait des points de repère. Bon, il y avait la répression, et puis il y avait tout simplement la dépénalisation, qui est un vrai sujet public. Et plus j'avance dans tout ce que je lis, plus je suis convaincu que je ne vois pas très bien l'intérêt de la pénalisation de l'usage seul. Et je vais au-delà, pas seulement l'usage de cannabis, parce qu'après la distinction entre les produits, elle n'est pas possible. Alors, j'avais entendu parler alors d'abord, il y a des pays dans lesquels ça s'est fait, donc je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas chez nous, même si, après, il y a un débat politique sur comment convaincre, comment faire de la pédagogie, et mettre en place des circuits pour continuer à repérer les usagers, parce qu'il faut... Bon. Et je dois dire que je suis assez tenté par le modèle portugais dont j'ai entendu parler et sur lequel j'ai lu un certain nombre de choses. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quelle est la différence entre le système portugais et le système français ? Si on réfléchit de manière simple, mais sans simplifier à outrance, c'est que dans le système portugais, dès qu'un usager est repéré, il est déféré à une commission pluridisciplinaire, bon, éducateur, médecin, travail social, peu importe, qui, une fois qu'elle a examiné la situation du jeune et qu'elle l'a rencontré, choisit la réponse. C'est-à-dire soins, travail social, voire justice. Soit parce qu'il s'agit d'un usage qui est réellement préoccupant et que, bon, protection, je ne sais pas, bon, soit parce que la justice, une amende sera peut-être... Bon. Qu'est-ce qu'elle fait finalement, cette commission ? Elle fait ce que fait les services qui sont mobilisés par le procureur de la République ou le délégué du procureur dans le cadre du rappel à la loi. À quoi sert la justice là ? Elle sert de passe-plat. Ou alors, elle sert de passe-plat, bon, c'est un circuit, ou elle sert à plus, et là on retombe sur la question de la dissuasion de l'image et des effets qu'on en attend. Il y a l'image du juge, bon, qui a aussi des effets pervers. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on l'a vu par rapport à la dissuasion, mais on peut aussi imaginer que, je l'ai même entendu pour la prison, pour un certain nombre de jeunes, aller en prison, ça fait partie d'un rituel d'initiation, d'une certaine manière. Voilà, absolument.
Est-ce qu'on n'a pas ça aussi avec l'usage de stupéfiants? Donc c'est quelque chose auquel il faut penser et auquel je pense qu'il faut réfléchir. Voilà, donc je termine par quelques remarques, petites notations rapides en conclusion. La première, c'est que je pense vraiment que s'il doit y avoir une répression, il faut que cette répression, il ne faut pas réfléchir seulement à la répression, il faut réfléchir à une politique d'ensemble. Parce que c'est le partage et les rapports entre les différents niveaux d'intervention, formation, information, explication, soins, qui permet de définir une politique qui a une cohérence et qui préserve les niveaux d'atteinte aux libertés individuelles qui sont judicieux. J'ajoute aussi, là c'est un petit peu de la pub, pour nous, notre conception de la criminologie, celle que nous défendons depuis plusieurs années, c'est celle de ce qu'on appelle une criminologie. C'est devenu un mot à la mode, mais moi je l'ai utilisé il y a 5 ans maintenant. Hein. C'est une criminologie que j'appelle d'émancipation. C'est-à-dire une criminologie qui vise à faire en sorte que à la fois les sujets délinquants ou les victimes d'ailleurs, et que les institutions qui définissent des réponses par rapport à la délinquance visent à tirer vers le haut, à émanciper, à responsabiliser, plus qu'à stigmatiser ou simplement à contrôler, voire à exclure. Bon, donc, c'est le sens de mon intervention sur le sujet. Deuxième point, je crois qu'il faut absolument pas perdre cette histoire de hiérarchie des valeurs, parce qu'encore une fois, elle paraît intellectuelle ou formelle, mais elle est fondamentale, au risque de faire basculer à la fois les institutions dans des rôles qui ne sont pas les leurs. Et ils s'y repèrent, les gens, là-dedans, hein, y compris les jeunes. Ça fait partie de l'éducation. Voilà. Dernier sujet, j'ai compris, et ce n'est pas une question négligeable, que l'un des objectifs qui était poursuivi, soit à travers la dépénalisation, soit à travers l'amende forfaitaire, c'était celui de désengorger la justice. Bon, alors, on ne peut être que pour, mais on revient sur la hiérarchie des normes. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui relève du juge? Je crois que ce qui relève du juge, c'est quand il y a une réponse à envisager qui porte atteinte aux libertés individuelles. Je ne suis pas certain qu'en l'espèce, ça soit le cas, en tout cas au niveau de l'usage simple de stupéfiants. Donc l'intervention du juge ne se justifie pas nécessairement. Ça c'est la première chose, mais je ne crois pas qu'il faille faire n'importe quoi pour désengorger la justice. Et c'est vrai que le système forfaitaire pose un petit problème dans la mesure où alors, il y aura une égalité des citoyens devant la loi formelle, puisque l'amende sera la même pour tout le monde. Mais l'individualisation à laquelle vous paraissez très soucieux que vous paraissez très soucieux de préserver dans vos questions et qui est fondamentale pour le judiciaire, elle doit pouvoir être assurée aussi. Au niveau de l'usage, je pense que l'amende c'est mieux. Et puis alors le gros avantage, effectivement, il n'y a plus la prison, qui est quand même une aberration par rapport, et d'ailleurs qui est très peu pratiquée, mais quand elle l'est, c'est déjà des exceptions qui sont problématiques. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je suis à votre disposition pour les questions. J'en ai trop dit? Non? Pas du tout, je vous remercie pour cette intervention exhaustive et effectivement ça assèche quand même un certain nombre de questions. D'abord désolé pour les conditions un peu chaotiques de travaux qui nous entourent, mais rassurez-vous, nous avons bien compris l'ensemble de votre propos. Moi, si je comprends bien, simplement pour faire préciser peut-être un point de positionnement, vous seriez favorable éventuellement dans le cas d'une dépénalisation, hein, je sais que dans le plan, vous avez bien distingué les différentes catégories, dans le cas d'une dépénalisation, à une amende qui serait donc contraventionnelle, éventuelle, et donc qui enlèverait la qualification délictuelle de l'usage de stupéfiants, avec une commission ad hoc type portugaise de suivi des individus, mais qui du coup retirerait la possibilité d'aller plus loin dans la poursuite à partir du moment où ce ne serait plus une qualification délictuelle, je suppose, pour l'usage. Oui, l'Association française de criminologie n'a pas vocation à dire qu'elle est pour. Elle a vocation à tirer un petit peu les fils pour aider à comprendre les conséquences induites par tel ou tel choix qui pourrait être. Bon, en clair, ma position, vous l'avez compris, elle est quand même plutôt en faveur
de la dépénalisation de l'usage. Et je ne veux pas distribuer des tracts pour la dépénalisation de l'usage. Ce n'est pas notre objet, ce n'est pas notre sujet. Autre chose que j'ai oublié d'évoquer, mais votre question m'y fait penser, j'ai oublié d'évoquer un sujet sur lequel, qui est important, c'est un sujet induit, c'est sur la question du délit, c'est qu'il y a la garde à vue, mais il y a aussi le casier judiciaire. Et le casier judiciaire pour un usage, dont en plus on ne peut pas faire la différence au niveau du casier entre le caractère récréatif, festif et peut être très très handicapant pour un certain nombre de gens qui par ailleurs posent pas de problème et qui voudraient exercer un certain nombre de métiers, y compris dans la fonction publique d'ailleurs. C'est quelque chose qui est vraiment un problème. Ça. Et alors là, l'inégalité devant la loi, elle est cruciale, hein, et c'est mécanique. Vous avez eu l'amabilité de citer la belle commune de Juvisy-sur-Orge, qui se trouve dans le 91 et pas dans le 94, mais à la frontière, alors je vous pardonne. Oui, tout ça pour vous dire que vous avez un parcours qui a été quand même proche du terrain et je pense que vous êtes conscient en la matière que généralement le délit d'usage peut aussi dissimuler une forme de détention, voire de revente. Pour arpenter régulièrement les rues de ma commune, je connais par cœur tous les buissons qui servent à stocker 20 grammes par-ci, 20 grammes par-là, pour le dire de manière triviale. Donc est-ce que vous ne pensez pas que finalement aujourd'hui garder une configuration délictuelle pour le simple usage, ça permet aussi, non pas de démanteler des réseaux entiers de trafiquants, mais d'interpeller quand même des usagers qui facilement ne font que consommer, mais qui en fait sont des relais de ces trafics. Alors je le redis. Vous avez raison, la réalité est celle-là, mais vous me posez la question, je suis magistrat. Donc moi, c'est pour ça qu'on va revenir peut-être sur l'arrêt de la Cour de cassation que vous évoquez dans votre dernière question. Si c'est un usage, c'est un usage. Bon, si c'est une détention, bon, il y a certains pays, si j'ai bien examiné les textes, qui sont plus précis que nous au niveau de la détention. Nous, c'est pas très facile, et votre question le montre bien. Il y a des usages. Bon, qu'est-ce qui fait la différence? C'est peut-être la quantité de produit. Bon, quand vous vous trouvez avec 2 grammes de hache dans votre poche, bon, la suspicion de trafic est assez peu vraisemblable. Quand vous vous retrouvez avec 1 ou 2 ou 3 barrettes, il faudra expliquer. Enfin, ça relève de... Bon, peut-être qu'il faudrait mieux définir l'usage en faisant référence à la quantité de produit. Après, il y a tout le débat, je l'ai eu en audience, hein, sur c'est pour mon propre usage ou c'est pas pour mon propre usage. Très sincèrement, à partir d'une certaine quantité de produits, c'est ça qui fait la différence. Enfin, il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Mais simplement l'usage avec une détention qui correspond à celle de l'usage au moment donné, c'est un usage. Bon, et il ne faudrait pas tricher là-dessus. Et si c'est plus, c'est de la détention. Et après, le juge appréciera, il n'est pas forcément non plus obligé de mettre de la prison si c'est de la détention qui est occasionnelle. Alors en plus, moi je l'ai repéré, c'est une des données de l'OFDT, c'est qu'on est confronté en plus à la montée en puissance, et je me souviens très bien d'avoir eu des dossiers concernant ce type de délinquants qui ont des véritables jardins, avec des serres et bon, pas forcément d'ailleurs pour revendre, c'est entre amis. Bon, c'est des pratiques sur lesquelles, bon, là, on n'est plus dans l'usage, là. On est un petit peu plus quand même. Donc là, oui, c'est la caractérisation de l'infraction, et je pense que sur la détention, il y a peut-être des choses qui pourraient être précisées de manière juridique. Merci. Juste vous faisiez référence à la culture de cannabis. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai lu un papier là-dessus il n'y a pas longtemps où il disait que c'était aussi une façon pour le consommateur de ne pas se confronter au monde du trafic et de rester en fait chez lui. Pour les usagers dont je parle, enfin, oui, les usagers, et pour oui, pas se confronter, les fabricants. voilà, pour pas Bien sûr. se confronter à un monde qui n'était pas leur forcément, celui de la banlieue, ce que vous disiez, etc. Si on veut être caricatural, mais encore une fois, je ne souhaite pas l'être. Mais
cette idée qu'après tout, voilà, en cultivant chez moi, je m'évite le passage par le quartier qui n'est pas le mien, etc. C'est une forme de refus de la mixité, d'une certaine mixité sociale due Oui. au trafic de drogue. Oui, mais alors moi je reviens sur l'exemple portugais. J'imagine que si vous voulez les différences que vous évoquez là, elles peuvent parfaitement être perçues à travers la verbalisation qui est faite et qui est transmise à une commission qui, elle, comme peut le faire le juge, sans que ça soit aussi lourd et avec tous les effets qu'on a évoqués, tous les effets induits, elle peut faire la différence. Et c'est elle, à ce moment-là, bon, simplement, elle le fait tout de suite, au lieu de le faire avec ce passage obligé par le juge qui alourdit, qui ralentit, et qui a des effets en tant que tel relativement peu évidents. Oui, vous l'avez pratiqué dans votre parcours professionnel et je suis assez d'accord pour reconnaître les bienfaits de l'interdisciplinarité. Ah ben c'est fondamental, mais en même temps, on ne peut pas remplacer... Enfin, passer devant un juge et passer devant un médecin, c'est pas la même chose. Et d'une certaine manière, ça aussi, les professionnels chez nous le disent, le fait d'être passé par le juge ou le procureur de la République fait que le rapport ensuite avec le médecin ou avec l'éducateur, il n'est pas le même. Et il peut être pollué, si je puis dire, par ça, parce qu'il y a une connotation qui ne génère pas après un rapport de confiance qui est lui-même la condition pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Très bien. On va devoir conclure. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait l'honneur de votre présence et pour la qualité de nos échanges. Merci à vous. Merci. Et donc, vous me donnez combien de temps pour le texte écrit ?